Un enfant affamé frappe à la porte à la recherche d'un morceau de pain. De l'autre côté, un millionnaire pleure pour la fille qu'il a perdue. Deux mondes se croisent dans le silence d'une nuit glacée. Mais ce qui se passe ensuite, personne n'aurait pu le prévoir. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Le soleil se couchait à l'horizon de Paris lorsque Thomas, un garçon de 9 ans, marchait, pieds nus dans les rues de Saint-Germain. Ses pieds, couverts de poussière, contrastaient avec les trottoirs impeccables de ce quartier noble. Son estomac lui faisait mal, non pas de maladie, mais d'une faim qui durait depuis des jours. Ses yeux parcouraient les imposantes demeures, tandis que ses mains serraient un petit porte-clés avec une étoile en perles, unique souvenir qu'il gardait de sa mère. La nuit commençait à tomber, apportant avec elle le froid caractéristique de la ville. Thomas s'arrêta devant une demeure particulière. Les hauts murs blancs paraissaient encore plus intimidants à la lumière du crépuscule. Le portail en fer forgé gardait un jardin bien entretenu, avec des roses rouges qui rappelaient celles que sa mère aimait tant. Il hésita quelques instants, mais la faim parla plus fort que la peur. D'une main tremblante, il appuya sur la sonnette. Le son résonna à l'intérieur de la propriété, faisant accélérer davantage son cœur. Les secondes se transformèrent en minutes interminables jusqu'à ce que des pas lourds s'approchent. La porte s'ouvrit, révélant un homme. Grand, d'environ 40 ans, vêtu d'un costume impeccable, bien que sa posture trahissait une certaine fatigue. Ses yeux, marqués par de profondes cernes, rencontrèrent ceux de Thomas. Pendant un moment, quelque chose d'inexplicable passa entre eux comme si une reconnaissance mutuelle et silencieuse se produisait. « Monsieur, avez-vous de la nourriture ?» La voix de Thomas sortit plus ferme qu'il ne l'espérait, le surprenant lui-même. L'homme, François Moreau, propriétaire de l'une des plus grandes entreprises de construction du pays, resta silencieux quelques instants. Son visage habituellement austère montra une douceur inattendue. Sans dire un mot, il ouvrit davantage la porte permettant au garçon d'entrer. La demeure était encore plus impressionnante à l'intérieur. Le hall d'entrée, avec son sol en marbre et son escalier en spirale, racontait une histoire de richesse et de pouvoir. Thomas, cependant, remarqua à peine les détails luxueux. Ses yeux étaient fixés dans la direction d'où venait un délicieux arôme de nourriture. François conduisit le garçon jusqu'à la cuisine, où Madame Berthe, la cuisinière, qui travaillait depuis plus de 20 ans pour la famille, préparait le dîner. Elle regarda son patron avec surprise, qui fit simplement un geste affirmatif de la tête. « Servez-lui une assiette, Berthe », ordonna François, sa voix témoignant d'une gentillesse qui n'avait pas été entendue dans cette maison depuis longtemps. Thomas mangea avec voracité, mais en conservant une éducation surprenante pour un enfant si jeune vivant dans la rue. Entre une cuillère et l'autre, ses yeux parcouraient l'environnement, comme s'il mémorisait chaque détail, chaque arôme, chaque sensation. Du haut de l'escalier, une silhouette féminine observait la scène. Claire Moreau, épouse de François, luttait contre un cancer à un stade avancé et sortait rarement de sa chambre ces derniers mois. La présence inattendue du garçon éveilla en elle une curiosité qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Quand il eut fini de manger, Thomas se leva poliment. « Merci pour la nourriture, je voulais juste manger. » Ces paroles portaient une maturité disproportionnée par rapport à son âge. François, qui était resté silencieux en observant le garçon, prit une décision soudaine. « As-tu un endroit où dormir ?» Thomas secoua négativement la tête, serrant encore plus le porte-clés dans sa poche. « Tu peux rester cette nuit ?» offrit François, se surprenant lui-même par sa propre générosité. « Madame Berthe va te préparer une chambre et te donner des vêtements propres. » Le garçon accepta d'un timide signe de tête, ses yeux brillant d'un mélange de gratitude et de méfiance. Tandis qu'il suivait la cuisinière vers l'étage supérieur, il ne remarqua pas le regard intense de François sur lui, ni la façon dont Claire se retira silencieusement dans sa chambre, emportant avec elle des pensées troublantes sur le passé. Pendant que Thomas prenait sa douche dans la chambre d'amis, François errait dans les couloirs silencieux de la demeure. Ses pas le menèrent inévitablement jusqu'à une porte fermée au bout du couloir, la chambre d'Amélie, sa fille de 8 ans, disparue il y a seulement 6 mois,
à cause d'une maladie rare. La pièce était restée exactement comme elle l'avait laissée, avec ses poupées parfaitement rangées sur l'étagère et son ours en peluche préféré sur le lit. François prit l'ours avec précaution, sentant le poids des souvenirs dans ses mains. L'odeur douce du parfum enfantin persistait encore dans la peluche, provoquant une vague d'émotions qu'il tentait de réprimer depuis des mois. De l'autre côté du couloir, il pouvait entendre le bruit de la douche et les mouvements timides du garçon qui, inexplicablement, avait touché quelque chose dans son cœur endurci. Claire observait son mari depuis la porte de sa chambre. Ses cheveux, autrefois longs et soyeux, étaient maintenant courts et clairsemés à cause du traitement. Vêtue de sa robe de chambre en soie, elle semblait l'ombre de ce qu'elle avait été un jour. La présence du garçon inconnu avait éveillé en elle des sentiments contradictoires, un mélange de rejet et un inexplicable besoin de rapprochement. « Pourquoi l'as-tu laissé entrer, François ?» Sa voix sortit plus dure qu'elle ne l'aurait voulu. François se retourna lentement, tenant toujours l'ours en peluche. « Je ne sais pas, Claire. Peut-être est-il temps de laisser un peu de vie entrer à nouveau dans cette maison. » La remarque atteignit Claire comme une flèche. Elle savait que son isolement après le départ d'Amélie avait créé un abîme entre elle et son mari. Le silence qui suivit fut interrompu par le bruit de pas hésitants. Thomas apparut dans le couloir, vêtu d'un pyjama visiblement trop grand pour son petit corps. Claire, dans une impulsion qu'elle-même ne comprit pas, tendit la main et toucha les cheveux encore humides du garçon. Ce geste, si simple et maternel, provoqua un tremblement dans ses mains. Thomas la regarda avec ses grands yeux expressifs, et pendant un moment, Claire y vit un reflet d'Amélie. « Viens, je vais te montrer où tu vas dormir, » dit Madame Berthe, brisant ce moment de tension. Tandis qu'elle guidait Thomas jusqu'à la chambre d'amis, la cuisinière ne put s'empêcher de remarquer comment le garçon se déplaçait avec une étrange familiarité dans la maison, comme s'il connaissait déjà chaque recoin. Dans la chambre, Thomas sortit le porte-clés de sa poche et le plaça soigneusement sur la table de nuit. L'étoile en perles brilla sous la lumière de la lampe, attirant l'attention de Madame Berthe. Elle fronça les sourcils, se souvenant de quelque chose qu'elle ne parvenait pas à identifier exactement. « Bonne nuit, mon petit », dit-elle, arrangeant les couvertures. « Dors bien. » Quand la porte se referma, Thomas resta allongé sur le lit, douillet regardant le plafond. Les larmes qu'il avait retenues toute la journée coulèrent enfin silencieusement sur son visage. Il sortit de sous sa vieille chemise une photo froissée. Sur celle-ci, une jeune et belle femme souriait, portant un délicat collier au cou. Au verso, une seule phrase était écrite d'une écriture soignée. « Pour protéger quelque chose de plus grand que moi-même. » Dans le couloir, François et Claire retournèrent dans leur chambre en silence. Chacun perdu dans ses propres pensées, dans ses propres soupçons. Claire ouvrit un ancien tiroir de sa coiffeuse, ses mains tremblantes cherchant quelque chose qu'elle n'avait pas touché depuis des années. Une lettre jaunie par le temps, écrite par une employée qui avait mystérieusement disparu de l'entreprise de François. Les jours commencèrent à passer dans la demeure des Moreau, et Thomas restait. Il n'y eut pas d'accord formel, juste une entente silencieuse entre tous. Le garçon montrait une disposition naturelle à aider, se levant tôt chaque matin pour assister Madame Berthe dans les tâches ménagères. Ses petites mains apprirent rapidement à plier les serviettes, à faire les lits et à organiser les objets avec un soin particulier. Claire, toujours en lutte contre sa maladie, commença à observer le garçon plus fréquemment. Il y avait quelque chose dans ses gestes, dans sa façon de bouger, qui éveillait d'anciens souvenirs. Un matin, pendant qu'elle prenait son thé sur la terrasse, elle vit Thomas arroser les roses du jardin. Le soin avec lequel il touchait chaque fleur, la délicatesse de ses mouvements, tout rappelait quelqu'un qu'elle avait connu il y a longtemps. François, quant à lui, passait plus de temps à la maison. Ses importantes réunions dans l'entreprise de construction commencèrent à être reportées, et pour la première fois depuis des années, il déjeunait régulièrement à la maison. Pendant ses repas, il observait comment Thomas se comportait à table, ses manières polies, sa posture correcte, des détails qui semblaient avoir été enseignés par quelqu'un. Un après-midi particulièrement ensoleillé, Madame Berthe trouva Thomas assis par terre dans la bibliothèque. Le garçon avait découvert un nouveau carnet de dessin, cadeau silencieux laissé par Claire sur son lit. Avec un crayon entre les doigts,
Il traçait des lignes sur le papier avec une concentration absolue. « Que dessines-tu, mon petit ?» demanda Madame Berthe, s'approchant curieusement. Thomas leva le carnet révélant un portrait parfait d'Amélie. Chaque détail était là, le doux sourire, les yeux brillants, même le petit grain de beauté qu'elle avait près du nez. Il y était impossible qu'il ait connu la fillette, mais elle était là, vivante sur le papier. La cuisinière sentit ses jambes faiblir. « Comment connais-tu ce visage ?»« Je l'ai vu sur une photo là-bas, » répondit Thomas, pointant vers un cadre sur l'étagère. Mais il y avait quelque chose de plus dans son regard, une profondeur qui ne correspondait pas à son explication simple. Madame Berthe, d'une main tremblante, prit le dessin et l'apporta à François, qui était dans son bureau. En voyant le portrait de sa fille, l'entrepreneur sentit le monde tourner. C'était plus qu'un simple dessin, c'était comme si Amélie était là, regardant à travers le papier. « Qui t'a appris à dessiner comme ça ?» demanda François, sa voix dissimulant à peine l'émotion. « Ma mère », répondit Thomas, qui avait suivi Madame Berthe jusqu'au bureau. Elle disait toujours qu'on doit dessiner avec le cœur, pas seulement avec les mains. François se figea. Ces mots, il les avait entendus avant, il y a longtemps, prononcés par une autre personne. Ses yeux se fixèrent sur le porte-clés que Thomas portait toujours avec lui, l'étoile en perles, qui se balançait maintenant dans la poche de la chemise du garçon. Cet après-midi-là, pendant que Thomas jouait dans le jardin, François fouilla dans ses vieux tiroirs au bureau de l'entreprise. Dans un dossier jauni par le temps, il trouva une photo d'une ancienne employée, Camille Dupont, sa secrétaire personnelle qui avait mystérieusement disparu il y a 9 ans. Sur la photo, elle tenait dans ses mains un porte-clés identique à celui de Thomas, une étoile en perles que François lui-même avait rapportée d'un voyage au Pérou comme cadeau pour elle. Le cœur de François s'emballa. Les coïncidences commençaient à former un schéma qu'il ne pouvait plus ignorer. Camille était partie sans explication, laissant seulement une lettre énigmatique qui disait qu'elle protégeait quelque chose de plus grand qu'elle-même. Maintenant, 9 ans plus tard, un garçon apparaissait à sa porte, portant non seulement le porte-clés qu'il avait donné à Camille, mais aussi des traits indéniables qu'il commençait à reconnaître. La même forme des yeux, le même sourire discret, la même extraordinaire habileté pour le dessin. Claire passa cette nuit-là éveillée, retournant d'anciens souvenirs dans son esprit. La lettre qu'elle avait trouvée dans le tiroir de sa coiffeuse brûlait entre ses mains. Des mots écrits par Camille il y a 9 ans, des mots qui prenaient maintenant un nouveau sens. Décidée, elle se leva du lit et marcha jusqu'à la chambre où Thomas dormait. Le garçon respirait tranquillement, son visage serein illuminé par la lumière de la lune qui entrait par la fenêtre. Sur la table de nuit, à côté du porte-clés en forme d'étoile, Claire remarqua quelque chose qui fit son cœur s'arrêter. Un collier délicat qu'elle reconnut immédiatement. C'était le même que Camille portait tous les jours au bureau, un cadeau que François lui avait offert le jour de son anniversaire. Avec précaution pour ne pas réveiller Thomas, Claire prit le collier. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle examinait le bijou. Au dos du pendentif, une date était gravée. C'était exactement 9 mois avant la naissance de Thomas. La réalisation la frappa comme un éclair. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, Claire observait François avec un regard différent. Son mari semblait transformé, plus vivant, comme si la présence de Thomas avait réveillé quelque chose d'endormi en lui. Le garçon, quant à lui, continuait ses tâches quotidiennes, ignorant les découvertes qui commençaient à se dévoiler. Madame Berthe, préparant le déjeuner dans la cuisine, fredonnait une vieille berceuse. À sa surprise, Thomas commença à l'accompagner, connaissant chaque mot de la mélodie. C'était la même chanson que Camille avait l'habitude de chanter pendant qu'elle travaillait dans la demeure des années auparavant. « Où as-tu appris cette chanson, Thomas ?» demanda Madame Berthe, ses soupçons grandissant. « Ma mère me la chantait pour m'endormir, » répondit-il, ses yeux perdus dans quelques lointains souvenirs. Avant qu'elle ne parte, elle la chantait chaque soir. François, qui passait par la cuisine à ce moment-là, s'arrêta en entendant la conversation. La musique lui ramena des souvenirs d'après-midi à l'entreprise, quand il trouvait Camille fredonnant tout en organisant des documents. C'était une pièce de plus dans le puzzle qui se formait. Cet après-midi-là, pendant que Claire se reposait dans sa chambre, elle entendit une conversation venant du couloir. C'était la voix de Thomas, parlant au téléphone avec quelqu'un. Elle s'approcha silencieusement de la porte. « Tante Marie, je l'ai trouvé
Oui, c'est la maison dont maman parlait toujours. Non, ils ne savent pas encore. Vous pensez que je devrais leur dire? La voix du garçon tremblait d'émotion. Claire sentit son corps faiblir. Ses soupçons se confirmaient à chaque minute. Thomas n'était pas arrivé dans cette maison par hasard. Il l'avait cherché intentionnellement. Le garçon portait avec lui non seulement le porte-clés et le collier de Camille, mais aussi des secrets qui pourraient changer à jamais la vie de tous dans cette maison. François, dans son bureau, tenait dans ses mains 2 documents, l'ancienne fiche d'employé de Camille et une photo récente de Thomas souriant dans le jardin. Les ressemblances étaient indéniables. Les mêmes yeux, le même sourire, même la façon d'incliner légèrement la tête en réfléchissant. Son cœur battait rapidement tandis qu'une certitude commençait à se former dans son esprit. Une certitude qui expliquerait la disparition soudaine de Camille, le timing parfait, les coïncidences qui n'étaient pas des coïncidences. François ne pouvait plus ignorer les preuves qui s'accumulaient. Après une nuit d'insomnie, il décida qu'il devait confirmer ses soupçons. Pendant le petit déjeuner, il observa Thomas avec une attention redoublée, notant chaque petit geste que faisait le garçon, la façon dont il tenait sa cuillère, comment il fronçait légèrement les sourcils en se concentrant, exactement comme le faisait Camille. « Thomas », appela François, sa voix plus douce que d'habitude. « Aimerais-tu visiter mon bureau aujourd'hui » Les yeux du garçon brillèrent. D'anticipation, Claire, qui était présente à table pour la première fois depuis des semaines, échangea un regard significatif avec son mari. Elle savait ce qu'il prévoyait de faire. Dans l'entreprise Moreau, les employés les plus anciens ne purent y s'empêcher de remarquer la ressemblance entre le garçon et l'ancienne secrétaire. Thomas marchait dans les couloirs comme s'il connaissait déjà l'endroit, s'arrêtant occasionnellement pour observer les tableaux au mur, les mêmes que Camille admirait pendant ses pauses. Dans le bureau principal, François s'assit dans son fauteuil et indiqua à Thomas de faire de même de l'autre côté du bureau, exactement là où Camille s'asseyait habituellement. Le garçon s'installa dans le fauteuil trop grand pour sa taille, ses pieds se balançant sans atteindre le sol. « Thomas, pourrais-tu me parler de ta mère ?» demanda François, essayant de garder une voix ferme. Le garçon hésita un moment, ses mains cherchant instinctivement le porte-clés en forme d'étoile dans sa poche. « Elle était très belle, commença-t-il, et elle disait toujours que je devais être fort, parce qu'un jour je comprendrais tout. » François sentit son cœur s'accélérer. « Et où est-elle maintenant ?»« Elle a dû partir, répondit Thomas, ses yeux se remplissant de larmes contenues. Mais avant, elle m'a donné une mission. Elle a dit que quand je serais prêt, je devrais te chercher. » La confession frappa François comme un coup de poing dans l'estomac. Ses mains tremblèrent en ouvrant le tiroir de son bureau, d'où il sortit une enveloppe scellée. C'était le résultat du test ADN qu'il avait secrètement demandé, utilisant un cheveu de Thomas et son propre matériel génétique. À ce même moment, de l'autre côté de la ville, un homme observait des photographies récentes de la demeure des Moreau. Philippe, frère aîné de François et président du conseil d'administration de l'entreprise de construction, analysait avec déplaisir les images qui montraient le garçon jouant dans le jardin de la maison. « Cela ne peut pas continuer, » murmura-t-il, pour lui-même, froissant l'une des photos. Philippe avait toujours été le gardien de la réputation de la famille Moreau, et la présence d'un enfant des rues dans la demeure commençait à générer des commentaires indésirables. De retour, au bureau, François tenait l'enveloppe sans oser l'ouvrir. Thomas l'observait avec un mélange de peur et d'espoir dans le regard. Le silence entre eux fut interrompu par l'arrivée inattendue de Claire, qui avait décidé d'accompagner son mari dans ce moment crucial. « Ouvre », dit-elle, posant sa main sur l'épaule de François. « Nous devons savoir. » D'une main tremblante, François déchira l'enveloppe. Ses yeux parcoururent rapidement le document, s'arrêtant sur les chiffres qui confirmaient ce que son cœur savait déjà. 99,9% de probabilité de paternité. Claire laissa échapper un sanglot contenu, tandis que François restait immobile, le papier tremblant dans ses mains. Thomas, sans comprendre complètement ce qui se passait, gardait les yeux fixés sur l'homme qu'il savait maintenant être son père. « Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit ?» murmura François, plus pour lui-même que pour les autres. « Pourquoi Camille ? Est-elle partie sans rien dire ?» C'est alors que Claire se souvint de quelque chose. Avec empressement, elle ouvrit son sac et en sortit l'ancienne lettre de Camille, celle qu'elle avait trouvée dans le tiroir de sa coiffeuse. Entre les lignes des mots d'adieu,
Il y avait des indices qui prenaient maintenant tout leur sens, des mentions de pression, de menaces voilées, de choix impossibles. La nouvelle de la paternité de Thomas se répandit rapidement dans la demeure. Madame Berthe pleurait d'émotion dans la cuisine, se remémorant les années où Camille avait travaillé là, toujours si dévouée et discrète. Les autres employés chuchotaient dans les couloirs, commentant comment les pièces du puzzle s'emboîtaient enfin. Claire, bien qu'encore en train d'assimiler la révélation, surprit tout le monde par sa réaction. Un après-midi, pendant que Thomas dessinait dans la bibliothèque, elle s'approcha de lui d'un pas léger. « Tu as le même talent qu'elle, » dit-elle, s'asseyant à côté du garçon. « Camille a toujours été spéciale, tu sais. Elle avait un don pour voir la beauté dans les choses les plus simples. » Thomas leva les yeux de son dessin, rencontrant le regard de Claire. « Vous n'êtes pas fâché contre moi ?»« Non, mon chéri, » répondit-elle, touchant doucement le visage du garçon. « Tu n'es responsable de rien, et peut-être, es-tu exactement ce dont cette maison avait besoin. » La paix apparente fut cependant interrompue par l'arrivée tempétueuse de Philippe à la demeure. Le frère aîné de François fit irruption dans le bureau, ses yeux étincelants de colère. « Tu as perdu la raison, François ?» vociféra-t-il, jetant sur le bureau un journal où une petite note mentionnait des rumeurs sur un possible héritier de la famille Moreau. « Tu vas vraiment reconnaître un gamin de la rue ?» François se leva, affrontant son frère avec une fermeté qu'il n'avait pas montrée depuis des années. « C'est mon fils, Philippe. Le test ADN l'a confirmé. »« ADN ?» Philippe rit avec mépris. « Et la réputation de notre famille. As-tu pensé au scandale que cela va provoquer? Un fils illégitime, fruit d'une aventure avec une secrétaire ?» Thomas, qui passait dans le couloir à ce moment-là, entendit chaque mot. Son petit cœur se serra dans sa poitrine. Et avant que quelqu'un puisse le remarquer, il s'enfuit de la demeure. Claire, qui observait la scène de loin, vit quand le garçon traversa le portail. Son instinct maternel, endormi depuis le départ d'Amélie, se réveilla avec une force totale. « François !» cria-t-elle, sa voix plus forte que ces derniers mois. « Thomas s'est enfui. » La panique s'empara de la demeure. François abandonna la discussion avec son frère et courut dans la rue, suivi par Madame Berthe et d'autres employés. La recherche s'étendit dans le quartier avec des voisins mobilisés pour aider à retrouver le garçon. Les heures passaient et le désespoir de François augmentait. La nuit tomba sur Paris, apportant avec elle une fine bruine froide. Claire, même affaiblie, insista pour participer aux recherches, étant conduite en voiture par le chauffeur pour vérifier les places et parcs proches. Ce fut Madame Berthe qui finalement trouva Thomas, recroquevillé sous un banc dans le square, où Camille avait l'habitude de l'emmener quand il était bébé, une information qu'il révélerait plus tard. Le garçon était trempé et tremblait de froid. « Pardonnez-moi » murmura-t-il quand il vit François s'approcher en courant. « Je ne voulais pas perturber votre vie. Maman disait toujours que parfois, on doit partir pour protéger ceux qu'on aime. » François sentit son cœur se briser. Il s'agenouilla devant son fils, sans se soucier de la pluie qui trempait son costume, coûteux. « Thomas, regarde-moi, demanda-t-il, tenant les épaules du garçon. « Tu ne perturbes rien. Tu es mon fils, et je ne laisserai personne nous séparer maintenant que je t'ai trouvé. » Le retour de Thomas à la demeure marqua le début d'une nouvelle phase dans la vie des Moreau. François entama immédiatement le processus de reconnaissance légale de la paternité, engageant les meilleurs avocats de Paris. Cependant, Philippe n'était pas disposé à accepter pacifiquement la nouvelle réalité qui se présentait. Un matin particulièrement tendu, François fut surpris par une notification judiciaire. Son frère avait déposé une demande de tutelle temporaire de Thomas, alléguant l'instabilité émotionnelle de la famille après la perte d'Amélie et la maladie de Claire. « Il ne peut pas faire ça !» explosa François, froissant le document. Dans ses mains. Claire, qui était à ses côtés dans le bureau, serra sa main avec force. « Si, il le peut, François », répondit-elle, sa voix calme contrastant avec l'agitation de son mari. « Mais nous allons nous battre. Pour Thomas, pour Camille, pour notre famille. » Le garçon, ignorant les questions légales qui se déroulaient, continuait sa routine dans la demeure. Maintenant, cependant, avec une nouvelle confiance. Il commença à appeler François papa, timidement au début, mais avec une naturalité croissante. Claire, quant à elle, surprit tout le monde en l'inscrivant à la même école où Amélie avait étudié. « Tu n'es pas obligé de faire ça », dit François un soir,
trouvant sa femme en train d'organiser les fournitures scolaires de Thomas. « Si, je le suis, » répondit-elle, ses yeux brillant d'une détermination depuis longtemps absente. « C'est ton fils, François. Et maintenant, c'est aussi le mien. » La première audience au tribunal fut marquée par une grande tension. Philippe arriva accompagné d'une équipe d'avocats et d'une assistante sociale qui avait préparé un rapport mettant en doute la capacité de François et Claire à s'occuper de Thomas. « Messieurs, » commença l'avocat de Philippe, « nous sommes face à une famille en deuil, avec l'une des parties suivant un traitement médical grave. Est-il prudent de leur permettre d'assumer la responsabilité d'un enfant en ce moment ?» François sentit son sang bouillir, mais avant qu'il puisse répondre, Claire se leva. Même fragilisée par la maladie, sa présence imposa le respect. « Dans la salle, votre honneur, » sa voix résonna fermement. « J'ai perdu ma fille il y a 6 mois. Je pensais ne plus jamais être capable d'aimer un autre enfant. Mais Thomas, il a ramené la lumière dans notre maison. Nous ne remplaçons pas Amélie, nous élargissons notre capacité d'aimer. » Le juge observait attentivement, tandis que Thomas, assis entre Madame Berthe et sa tante Marie, sœur de Camille qui avait finalement été localisée, serrait fort le porte-clés en forme d'étoile. L'audience se poursuivit avec des témoignages émouvants. Madame Berthe parla des changements positifs dans la demeure depuis l'arrivée du garçon. La tante Marie révéla des détails sur les dernières années de Camille, confirmant qu'elle parlait toujours de François avec amour et respect. Cependant, le moment le plus marquant vint quand Thomas demanda à parler. Le juge, initialement réticent en raison de l'âge du garçon, le permit après l'insistance des avocats de François. « J'ai cherché cette maison pendant longtemps, » commença Thomas, sa petite voix ferme. « Ma mère me montrait des photos, me racontait des histoires. Elle disait qu'un jour je comprendrais pourquoi elle avait dû partir. Maintenant, je comprends. Elle voulait me protéger. Mais maintenant, je n'ai plus besoin de me protéger. J'ai trouvé mon père. » Le témoignage émut même certains avocats de Philippe. Cependant, le frère aîné restait inflexible. Pendant une pause de l'audience, il s'approcha de François avec un sourire cynique. « Il est encore temps d'éviter ce cirque, » murmura-t-il. « Pense à la réputation de l'entreprise, de notre nom. » François regarda son frère, des années de soumission à ses volontés prenant enfin fin. « Notre nom, Philippe ? Thomas est un Moreau, et contrairement à toi, il n'a pas besoin de papier pour prouver sa valeur. » Tandis que la bataille judiciaire se déroulait, Claire décida de faire une découverte qui changerait tout le cours de l'histoire. Durant un après-midi où elle se sentait particulièrement forte, elle se rendit à l'ancienne salle des archives de l'entreprise de construction, un lieu qu'elle n'avait pas visité depuis des années. « Madame Claire !» s'exclama la secrétaire actuelle, surprise par sa présence. « Monsieur François sait que vous êtes ici ?» « Je n'ai pas besoin de la permission de mon mari pour être ici, Sandra, » répondit Claire avec un sourire doux. « En fait, j'ai besoin de ton aide pour accéder à certains documents anciens. » Avec l'aide de Sandra, Claire commença à fouiller dans les archives de l'époque où Camille travaillait dans l'entreprise. Dans un dossier apparemment ordinaire, elle trouva quelque chose qui fit son cœur s'emballer. Une série d'emails, échangés entre Philippe et un détective privé. « Mon Dieu !» murmura Claire, ses mains tremblant en lisant le contenu des messages. Alors c'était ça. Les emails révélaient une machination sordide. Philippe avait découvert la grossesse de Camille avant tout le monde et, craignant un scandale qui pourrait affecter sa position dans l'entreprise, avait commencé à la faire pression, non seulement avec des menaces voilées, mais avec des preuves forgées qui pourraient l'incriminer pour détournement de fonds. Claire poursuivit sa recherche, maintenant avec encore plus de détermination. Au fond d'un tiroir, elle trouva une clé USB ancienne avec le nom de Camille. En la connectant à l'ordinateur, elle découvrit un dossier protégé par mot de passe. « Le mot de passe », murmura Claire pour elle-même, se souvenant soudainement. L'anniversaire de François. En accédant au fichier, Claire trouva ce qu'elle cherchait, une lettre détaillée de Camille adressée à François, expliquant tout. La lettre n'avait jamais été livrée, mais elle était là, préservée numériquement comme une bombe à retardement attendant d'exploser. « Sandra », appela Claire, sa voix tremblant d'émotion, « j'ai besoin que tu imprimes ces documents maintenant. Et appelle François immédiatement. » Quand François arriva à la salle des archives, il trouva Claire assise, entourée de papiers. Ses yeux, bien que fatigués, brillaient d'une intensité qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. « Regarde ça », dit-elle, lui remettant les documents.
Philippe savait non seulement au sujet de Thomas depuis le début, mais il a été directement responsable du départ de Camille. François lut chaque mot avec une indignation croissante. Les preuves étaient irréfutables. Transfert bancaire, email menaçant, rapport du détective privé. Son propre frère avait orchestré l'éloignement de Camille et de son fils. Il y a plus, continua Claire, montrant la lettre trouvée sur la clé USB. Camille a essayé de te le dire. Elle a tout enregistré, François. Chaque menace, chaque mensonge que Philippe a utilisé pour la forcer à partir. À ce moment, Thomas apparut à la porte de la salle, accompagné par Madame Berthe. Le garçon regarda les papiers éparpillés, puis le visage bouleversé de son père. « Tout va bien, papa » demanda-t-il, sa voix chargée d'inquiétude. François leva les yeux des documents, rencontrant le regard de son fils. À cet instant, il prit une décision qui changerait à jamais le destin de la famille Moreau. « Maintenant, ça va aller, fils, » répondit-il, serrant Thomas avec force. « Nous allons enfin pouvoir rendre justice à ta mère. » La découverte des documents dans les archives de l'entreprise de construction changea complètement le cours du processus judiciaire. Le lendemain, matin de la révélation, François convoqua une réunion extraordinaire du conseil d'administration de l'entreprise. L'ambiance était tendue lorsque Philippe entra dans la salle de réunion, son sourire habituel disparaissant à la vue des papiers éparpillés sur la table. « Qu'est-ce que c'est que tout ça, François » demanda-t-il, essayant de garder sa contenance. « Tu le sais très bien, » répondit François, sa voix chargée d'une autorité jamais démontrée auparavant. « 9 ans de mensonges, Philippe. 9 ans à me voler le droit d'être père. » Les membres du conseil observaient en silence tandis que François présentait les preuves. Email, transfert bancaire, rapport du détective privé. Chaque document révélait une couche supplémentaire du complot orchestré par Philippe pour éloigner Camille et le bébé qu'elle attendait. « Vous ne comprenez pas » tenta de se justifier Philippe, son visage rouge de colère. « J'ai fait ça pour protéger notre entreprise, notre réputation. » Réputation. Claire, qui était présente à la réunion même contre les recommandations médicales, se leva. « Tu as détruit une famille pour protéger ta propre ambition. Voilà tout. » Le conseil réagit avec choc aux révélations. Philippe, acculé, tenta une dernière carte. « Et Camille, où est-elle maintenant ? Pourquoi n'est-elle pas apparue pour défendre son propre fils ?» C'est à ce moment que la porte de la salle s'ouvrit. Tante Marie entra, accompagnée d'une femme qui fit tous retenir leur souffle. Camille Dupont, plus âgée mais conservant toujours la même dignité qu'il y a 9 ans, marcha jusqu'au centre de la salle. « Je suis ici, Philippe, » dit-elle, sa voix ferme. « Pas pour toi, mais pour mon fils, qui a eu assez de courage pour faire ce que j'aurais dû faire il y a des années. Affronter tes menaces. » François sentit ses jambes faiblir. Là se tenait la femme qui n'avait jamais vraiment quitté ses pensées, la mère de son fils. Claire, surprenant tout le monde, fut la première à s'approcher de Camille. « Bienvenue, » dit-elle, tenant les mains de l'ancienne employée. « Thomas a besoin de toi. Nous avons tous besoin de toi. » Camille révéla alors sa propre histoire, comment elle s'était enfuie en Provence, où elle avait élevé Thomas avec l'aide de sa sœur Marie. Comment elle avait maintenu vivante chez son fils la mémoire de son père, montrant des photos et racontant des histoires. Comment elle avait souffert chaque jour loin, craignant que les menaces de Philippe ne se concrétisent. « Tu n'as plus ce pouvoir sur nous, » déclara François, s'adressant à son frère. « Le conseil a déjà toutes les preuves de tes actions, illégales. Ta position dans l'entreprise est compromise. » Philippe, réalisant qu'il était piégé, tenta de sortir de la salle, mais fut empêché par des agents de sécurité. Le conseil vota pour son éviction immédiate et pour l'ouverture d'une enquête interne. Pendant ce temps, dans la demeure des Moreau, Thomas était avec Madame Berthe dans la cuisine, préparant des biscuits, une recette que Camille lui avait enseignée. Le garçon sentait que quelque chose d'important se passait, mais restait occupé, confiant dans l'amour qui l'entourait maintenant. Le téléphone sonna et Madame Berthe répondit. Son visage s'illumina en entendant la nouvelle, de l'autre côté de la ligne. Elle se tourna vers Thomas avec des larmes aux yeux. « Ton père rentre à la maison, mon petit, et il n'est pas seul. » Thomas lâcha le moule à biscuits, son cœur battant la chamade. Quelque chose dans son regard disait qu'il savait, qu'il avait toujours su que ce jour viendrait. Le porte-clés en forme d'étoile dans sa poche semblait plus léger, comme si sa mission touchait enfin à sa fin.
Le soleil de l'après-midi peignait le ciel de Paris de teintes oranges lorsque les voitures se garèrent devant la demeure des Moreau. Thomas était dans le jardin, à côté de Madame Berthe, quand il vit sa mère sortir de la voiture. Le temps sembla se figer à cet instant. Camille, les larmes aux yeux, ouvrit les bras. Thomas courut, traversant le jardin comme il l'avait fait tant de fois dans ses rêves. L'étreinte entre la mère et le fils fut si intense que tous les présents sentirent leurs propres yeux s'humidifier. « Tu as réussi, mon amour », murmura Camille à l'oreille de son fils. « Tu as été plus courageux que je ne l'ai jamais été. » Claire observait la scène depuis la terrasse, appuyée contre François. Son visage, bien que marqué par la maladie, montrait une sérénité depuis longtemps absente. Elle serra la main de son mari, transmettant force et compréhension. « Il a besoin des deux, » dit Claire, surprenant François, « de la mère qu'il a protégée toutes ces années et du père qu'il vient de trouver. » Camille s'approcha du couple, tenant toujours la main de Thomas. Des années d'absence et de secret pesèrent dans l'air, mais il y avait aussi une étrange sensation de plénitude, comme si un cercle se refermait enfin. « Claire, » commença Camille, sa voix tremblant légèrement, « je sais que les mots ne suffisent pas. » « Ils ne suffisent pas, en effet, » interrompit Claire, mais son ton était doux. « C'est pourquoi nous aurons besoin de temps. Du temps pour guérir, pour comprendre, pour construire quelque chose de nouveau. » Madame Berthe, qui observait tout depuis la porte de la cuisine, essuyait discrètement ses larmes avec son tablier. À ses côtés, tante Marie souriait, voyant enfin sa sœur et son neveu trouver leur place dans le monde. Ce soir-là, la demeure des Moreau prit une nouvelle vie. Dans la cuisine, Camille et Thomas préparaient ensemble les biscuits qu'ils avaient si souvent faits dans leur petite maison en Provence. Claire, assise à table, écoutait attentivement les histoires des années perdues, tandis que François ne pouvait détacher ses yeux de son fils et de la femme qu'il n'avait jamais cessé d'aimer. « Maman », appela Thomas, tout en décorant un biscuit. « Tu vas rester ici avec nous maintenant. » Le silence qui suivit était chargé d'attente. Camille regarda Claire qui acquiesça doucement. « Si tout le monde est d'accord, » répondit Camille, « nous pouvons essayer de construire quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, mais de spécial. La maison d'hôte est vide, » proposa Claire. « Vous pouvez y rester, au moins au début. Thomas peut continuer à occuper sa chambre ici dans la maison principale quand il le souhaite, et tu auras ton propre espace. » François, qui était resté silencieux jusque-là, trouva enfin ces mots. « Nous avons perdu tant de temps, mais peut-être est-ce une seconde chance. Pour nous tous. » Thomas sourit, un sourire qui portait toute la sagesse de ses 9 années de vie. Il sortit de sa poche le porte-clés en forme d'étoile et le posa sur la table de la cuisine. « Maman disait toujours que cette étoile nous guiderait vers la maison, » dit-il. Et elle avait raison. Claire se leva avec précaution de sa chaise et serra le garçon dans ses bras. Ensuite, à la surprise de tous, elle tendit le bras pour inclure Camille dans l'étreinte. François les rejoignit, et pendant un moment, l'amour remplit chaque recoin de cette cuisine, prouvant que la famille va bien au-delà des liens du sang. Les semaines qui suivirent le retour de Camille furent une période d'adaptation pour tous dans la demeure des Moreau. La maison d'hôte, auparavant silencieuse et vide, prit vie avec sa présence. Thomas partageait son temps entre les deux espaces, créant une routine qui peu à peu devint naturelle pour tous. Claire, contrairement aux attentes médicales, montrait des signes d'amélioration. Les médecins ne pouvaient pas l'expliquer scientifiquement, mais l'oncologue elle-même admit qu'il y avait quelque chose de différent chez sa patiente. « Vos examens sont surprenants », commenta le médecin lors d'une consultation. « C'est comme si votre corps répondait mieux au traitement. » Claire connaissait la raison. La présence de Thomas avait apporté un nouveau but à sa vie, et l'arrivée de Camille, bien qu'initialement difficile, avait complété un cercle de guérison qui allait au-delà du physique. Un matin particulièrement ensoleillé, Claire était dans le jardin, guidant Thomas et Camille sur les roses qu'elle aimait tant. C'était la première fois qu'elle partageait cette connaissance depuis le départ d'Amélie. « Celle-ci était en ses préférées, » dit Claire, touchant doucement une rose blanche. Amélie passait des heures ici, m'aidant à en prendre soin. Camille serra la main de Claire dans un geste spontané de réconfort. Elle devait être une petite fille très spéciale. « Elle l'était », répondit Claire, et pour la première fois,
elle réussit à sourire en parlant de sa fille. Et tu sais, Thomas a le même regard curieux qu'elle avait quand je parle des fleurs. Thomas, qui était agenouillé, analysant. Un bouton de rose sur le point d'éclore, leva les yeux avec intérêt. « Pourriez-vous m'apprendre tout sur elle, comme vous l'avez enseigné à Amélie ?» La demande, faite avec tant d'innocence, toucha Claire profondément. Elle regarda Camille, cherchant son approbation, et trouva un sourire encourageant. « Bien sûr, mon chéri, et je suis certaine qu'Amélie serait heureuse de savoir que quelqu'un d'aussi spécial aide à prendre soin de son jardin. » François, qui observait la scène depuis la terrasse, sentit son cœur se réchauffer. Voir sa femme, son fils et Camille ensemble, partageant un moment si intime, semblait un miracle qu'il n'avait jamais osé rêver. Dans l'entreprise de construction, les changements étaient également significatifs. Après l'éviction de Philippe, François assuma complètement la présidence, mettant en œuvre des changements qu'il désirait faire depuis longtemps. L'une de ses premières actions fut de créer une fondation au nom d'Amélie, destinée à aider les enfants en situation de vulnérabilité. Camille, avec son expérience en administration, fut invitée à participer au projet. D'abord réticente, elle finit par accepter après une conversation sincère avec Claire. « Tu as beaucoup à offrir, » dit Claire, « et cette fondation a besoin de quelqu'un qui comprend vraiment ce que ses enfants traversent. » Les matinées dans la demeure prirent une nouvelle routine. Thomas poursuivait ses études à l'école, maintenant avec encore plus d'enthousiasme. Ses notes étaient exemplaires et ses dessins commencèrent à être remarqués dans les expositions scolaires. Madame Berthe, toujours attentive à tout, remarqua comment la dynamique de la maison avait changé. Les repas, auparavant silencieux et tendus, devinrent des moments de rencontre et de conversation. Le son des rires, absent depuis si longtemps, résonnait dans les couloirs. Un après-midi, alors que tous étaient réunis dans le salon après le déjeuner, Thomas surprit tout le monde avec une demande spéciale. « Je voudrais vous montrer quelque chose, » dit-il, courant jusqu'à sa chambre et revenant avec une vieille boîte à chaussures. À l'intérieur, il y avait des dizaines de dessins. C'étaient des portraits d'eux tous. François dans son bureau, Claire dans le jardin, Camille en train de cuisiner, Madame Berthe avec son tablier caractéristique. Et parmi eux, il y avait plusieurs dessins d'une petite fille souriante dans une robe fleurie. « Je n'ai jamais connu Amélie, » expliqua Thomas. « Mais maman m'a toujours parlé d'elle et je voyais les photos que tante Marie réussissait à obtenir. Alors je dessinais, imaginant comment ce serait d'avoir une sœur. » Claire prit l'un des dessins d'une main tremblante. C'était un portrait d'Amélie sur la balançoire du jardin, exactement comme elle avait l'habitude d'être. À côté, Thomas s'était dessiné lui-même, comme si les deux jouaient ensemble. L'impact des dessins de Thomas fut profond sur toute la famille. Claire, en particulier, semblait avoir trouvé une nouvelle façon de garder vivante la mémoire d'Amélie. Elle commença à passer plus de temps avec Thomas, partageant des histoires sur sa fille, tandis qu'ils s'occupaient ensemble du jardin. Camille observait ce rapprochement avec un mélange d'émotion et de gratitude. Un après-midi, alors qu'elle aidait Claire à organiser d'anciennes photos d'Amélie, elle trouva enfin le courage d'exprimer quelque chose qu'elle gardait depuis des années. « Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, » commença Camille, sa voix douce, « ma plus grande peur n'était pas les menaces de Philippe, c'était de penser que mon fils pourrait prendre la place d'Amélie dans vos cœurs. » Claire arrêta ce qu'elle faisait et regarda directement Camille. « Aucun enfant ne prend la place d'un autre. L'amour ne fonctionne pas comme ça. Thomas nous l'a appris de la plus belle façon possible. » François, qui passait plus de temps à la maison maintenant, commença à établir une routine spéciale avec son fils. Tous les après-midi, après le travail, les deux se réunissaient dans le bureau pour partager les événements de la journée. Thomas montrait ses dessins et ses devoirs scolaires, tandis que François racontait des histoires de sa propre enfance. L'un de ces après-midi apporta une surprise spéciale. Thomas arriva de l'école particulièrement excité, portant une enveloppe dorée. « Papa, maman, Madame Claire » appela-t-il, contenant à peine son excitation. « Mon dessin a été choisi pour une exposition importante. » Le dessin en question était une œuvre impressionnante pour un enfant de 9 ans. Il représentait le jardin de la demeure, avec toutes les roses de Claire en détails précis. Au centre, il y avait 4 figures principales, François, Claire, Camille et Thomas lui-même. Et planant au-dessus d'eux, comme un ange gardien, se trouvait Amélie, souriant de son sourire caractéristique. Le titre est « Ma famille complète ».
expliqua Thomas, fier. Claire sentit les larmes couler sur son visage, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. Son traitement progressait de façon surprenante et les médecins commençaient à parler de rémission. « C'est un miracle », commenta son oncologue lors d'une consultation. « Votre réponse au traitement est extraordinaire. » Mais Claire savait que ce n'était pas seulement le traitement médical. C'était l'amour qui avait trouvé une nouvelle forme d'existence dans sa vie, à travers Thomas, à travers l'acceptation de Camille, à travers le renouvellement de sa relation avec François. Un soir, alors que tous étaient réunis dans le salon, après le dîner, Thomas prit son carnet de dessin et commença à esquisser quelque chose de nouveau. Claire, qui était assise à côté de lui sur le canapé, observait attentivement chaque trait. « Que dessines-tu maintenant, mon chéri ?» demanda-t-elle. Thomas sourit, ce sourire qui illuminait toute la pièce. « Je dessine l'avenir, » répondit-il. « Un avenir où nous sommes tous ensemble et heureux. » Camille, qui aidait Madame Berthe servir le thé, s'arrêta pour observer son fils. C'était incroyable comment ce garçon, qui avait traversé tant de difficultés, réussissait à maintenir sa capacité à rêver et à voir la beauté en tout. François serra Claire dans ses bras qui reposaient sa tête sur son épaule. Ensemble, ils observèrent cette scène familiale qui semblait un cadeau du destin. La douleur de la perte d'Amélie ne disparaîtrait jamais complètement, mais elle s'était transformée en quelque chose de différent, une douce nostalgie qui coexistait maintenant avec de nouvelles joies. La Fondation Amélie commença comme un petit projet au sein de l'entreprise de construction Moreau, mais rapidement prit des proportions plus importantes que quiconque aurait pu imaginer. Camille, avec son expérience personnelle et sa compréhension profonde des besoins des enfants en situation vulnérable, devint la personne idéale pour diriger l'initiative. Un matin de printemps, la Fondation inaugurait son premier siège, propre, un bâtiment moderne et accueillant au cœur de Paris. Le lieu avait été spécialement conçu pour recevoir des enfants, avec des espaces colorés, des salles d'art, une bibliothèque et même un petit jardin de roses, inspiré de celui de Claire. Chaque rose plantée ici représente un enfant que nous allons aider, expliqua Claire pendant la cérémonie d'inauguration. Son apparence était transformée. Ses cheveux commençaient à repousser et ses joues affichaient une coloration saine qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Thomas, vêtu d'un costume sur mesure qui le faisait ressembler à un petit homme, tas d'affaires, était aux côtés de sa mère, fière d'avoir participé activement au projet. Ses dessins décoraient les murs de la Fondation, racontant des histoires d'espoir et de transformation. « Tu sais, maman, » dit-il à Camille, alors qu'ils marchèrent dans les couloirs après l'inauguration, « maintenant d'autres enfants vont avoir la même chance que j'ai eue. » Camille serra son fils dans ses bras, ému par sa maturité. « Et quelle chance était-ce, mon amour ?»« La chance de trouver une famille, » répondit-il simplement. « Pas seulement une, mais deux familles qui sont devenues une seule. » François, qui supervisait personnellement chaque détail de la Fondation, avait mis en place un programme spécial de soutien aux mères célibataires, inspiré par l'histoire de Camille. Le projet offrait non seulement un soutien financier, mais aussi des opportunités d'emploi et de développement professionnel. Aucune mère ne devrait avoir à choisir entre son enfant et sa dignité, déclara-t-il lors d'une réunion du Conseil. Ce qui est arrivé à Camille ne peut pas se reproduire. La nouvelle du travail de la Fondation se répandit rapidement. D'autres entreprises commencèrent à manifester leur intérêt pour des partenariats, et bientôt, la Fondation Amélie devint une référence en matière de projets sociaux destinés aux enfants et aux familles en situation de vulnérabilité. Claire, dont la santé s'améliorait chaque jour, consacrait une partie de son temps à raconter des histoires aux enfants pris en charge par la Fondation. Son jardin de roses dans la demeure devint un lieu d'apprentissage, où elle enseignait aux enfants la valeur de la patience et du soin à travers la culture des fleurs. « Amélie adorerait ça », commenta-t-elle avec François un après-midi, tandis qu'ils observaient un groupe d'enfants apprenant à planter leurs propres boutures. Voir son nom utilisé pour apporter de l'espoir à tant de personnes. Madame Berthe, qui coordonnait maintenant la cuisine de la Fondation, mit en place un programme d'alimentation saine et des cours de cuisine pour les familles bénéficiaires. Son affection et son dévouement faisaient que chaque repas servi était plus qu'une simple nourriture. C'était une forme d'amour.
L'une des initiatives les plus réussies de la Fondation fut le programme d'art-thérapie, inspiré par les dessins de Thomas. Les enfants qui arrivaient timides et effrayés trouvaient dans les pinceaux et les crayons une façon d'exprimer leurs sentiments et leurs rêves. Chaque dessin raconte une histoire, expliquait Thomas aux nouveaux élèves du programme, montrant ses propres travaux. Et chaque histoire mérite d'être entendue et valorisée. Camille, observant son fils dans son rôle de petit mentor, ne pouvait contenir sa fierté. Thomas avait transformé sa propre expérience de vie en quelque chose de plus grand, quelque chose qui touchait maintenant la vie d'autres enfants. Un après-midi, en organisant des documents dans son nouveau bureau à la Fondation, Camille trouva une vieille lettre, celle-là même qu'elle avait écrite à François des années auparavant, expliquant son départ. En relisant les mots, elle réalisa à quel point tout avait changé. « Parfois, nous devons nous perdre pour trouver un meilleur chemin », réfléchit-elle, gardant la lettre dans un dossier spécial qu'elle conservait pour Thomas. Un jour, quand il serait plus âgé, il comprendrait complètement son histoire. Le temps passa et avec lui vinrent des changements significatifs dans la vie de tous. Claire, à la surprise et à la joie de son équipe médicale, entra en rémission complète. Ses examens montraient des résultats de plus en plus positifs et son énergie revenait graduellement, lui permettant de se consacrer encore plus à la Fondation Amélie. Par un après-midi spécial, Claire réunit la famille dans le jardin de roses. Ce lieu, qui avait été auparavant un sanctuaire de deuil, pulsait maintenant d'une vie nouvelle. Les roses blanches d'Amélie partageaient harmonieusement l'espace avec de nouvelles variétés, chacune représentant un nouveau chapitre dans l'histoire de la famille. « J'ai quelque chose à partager avec vous », annonça Claire, son visage radieux. « Les médecins ont confirmé aujourd'hui, je suis officiellement guérie. » La nouvelle fut accueillie par des étreintes émues et des larmes de joie. Thomas, qui était assis entre Camille et François, fut le premier à réagir, sautant pour serrer Claire de toutes ses forces. « Je le savais », s'exclama-t-il, ses yeux brillants. « Les roses n'ont jamais menti. Elles étaient chaque jour plus belles, tout comme vous. » François serra sa femme avec tendresse, se permettant de pleurer ouvertement pour la première fois depuis longtemps. Camille se joignit à l'étreinte collective, complétant le cercle familial qui s'était formé de façon si inattendue. Madame Berthe, qui observait la scène depuis la terrasse, souriait entre les larmes. Comme témoin silencieux de tout le parcours, elle comprenait plus que quiconque la signification de ce moment. « Je vais préparer ce gâteau spécial », annonça-t-elle, se dirigeant déjà vers la cuisine. « Aujourd'hui, c'est jour de célébration. » La nouvelle de la guérison de Claire coïncida avec un autre événement important. La première exposition individuelle de Thomas à l'école. Ses dessins, qui avaient toujours été spéciaux, racontèrent maintenant une histoire complète, l'histoire de sa famille. La salle de l'école était remplie de personnes admirant les œuvres du jeune artiste. Chaque dessin narrait un chapitre différent. Il y avait des portraits de Camille à l'époque où elle travaillait dans l'entreprise de construction, de François dans son bureau, de Claire dans son jardin de roses, et bien sûr, plusieurs portraits d'Amélie, la sœur qu'il n'avait jamais connue, mais qui faisait partie indissociable de son histoire. « Comment arrives-tu à si bien dessiner quelqu'un que tu n'as jamais connu ?» demanda une professeure, admirant l'un des portraits d'Amélie. Thomas sourit, ce sourire qui avait le pouvoir d'illuminer n'importe quel environnement. « Je la connais », répondit-il avec simplicité. « Elle vit dans le cœur de toutes les personnes que j'aime, et quand on aime quelqu'un, on n'a pas besoin de voir avec les yeux pour vraiment connaître. » Claire, entendant la réponse du garçon, sentit son cœur se remplir d'un amour qui ne connaissait pas de limite. Elle s'approcha de lui et, dans un geste devenu naturel au fil des mois, arrangea ses cheveux rebelles. « Amélie aurait adoré t'avoir comme frère », murmura-t-elle. « Elle... » « Face, répondit Thomas avec conviction, juste d'une façon différente. Camille, qui était proche, organisant les dessins, sentit une vague de gratitude l'envahir. Toutes les décisions difficiles qu'elle avait prises dans le passé, toute la souffrance et la solitude avaient culminé dans ce moment de plénitude. François, observant sa famille réunie, réalisa comment le destin avait tissé une trame complexe et belle. La douleur de la perte d'Amélie, qui un jour avait semblé insupportable, s'était transformée en catalyseur d'une histoire d'amour encore plus grande. Avec la guérison complète de Claire,
la famille Moreau entra dans une nouvelle phase. La maison d'hôte, qui initialement devait être une solution temporaire pour Camille et Thomas, s'était transformée en un foyer accueillant, relié à la demeure principale par un chemin de roses que Claire et Thomas avaient planté ensemble. Un samedi matin, alors que tous prenaient le petit déjeuner sur la terrasse, un rituel devenu sacré pour la famille, Claire surprit tout le monde avec une proposition. « J'ai réfléchi », commença-t-elle, échangeant un regard complice avec François. « La chambre d'Amélie reste intacte depuis si longtemps. Peut-être est-il temps de la transformer en quelque chose de nouveau, quelque chose qui honore sa mémoire d'une façon différente. » Thomas, qui grignotait une tartine, leva, les yeux avec intérêt. Camille serra la main de son fils, sentant que quelque chose d'important allait arriver. « J'ai pensé à la transformer en atelier, » continua Claire. « Un espace où tu pourrais développer ton talent, Thomas, avec tout le matériel d'art dont un enfant peut rêver. » Les yeux du garçon s'écarquillèrent d'émotion. « Mais c'était la chambre d'Amélie, » chuchota-t-il, démontrant une sensibilité qui dépassait son âge. « Exactement, » répondit Claire, sa voix douce mais ferme. « Et quelle meilleure façon de maintenir sa mémoire vivante que de transformer son espace en un lieu de création et de beauté? Tes dessins d'elle y resteront, mais accompagnés de nouveaux arts, de nouvelles vies. » François, qui jusqu'alors était resté silencieux, compléta. Amélie adorait l'art. Tu te souviens de ce dessin d'elle que nous avons trouvé l'autre jour, Camille, celui que tu as gardé toutes ces années. Camille acquiesça émue. Des années auparavant, quand elle travaillait encore dans l'entreprise, Amélie avait fait un dessin spécialement pour elle, un portrait simple, fait au crayon de cire, que Camille avait gardé comme un trésor, même sans savoir qu'un jour son propre fils occuperait une place si spéciale dans cette famille. La transformation de la chambre commença ce jour même. Ce fut un processus délicat et émouvant. Chaque objet d'Amélie fut soigneusement photographié et catalogué. Certains furent gardés dans une boîte spéciale, d'autres trouvèrent de nouvelles places dans la maison. L'ours en peluche préféré d'Amélie gagna une place d'honneur sur une étagère du nouvel atelier. Thomas participa activement à tout le processus avec une sensibilité qui impressionnait tout le monde. Il suggéra qu'un mur entier soit dédié aux photos d'Amélie, créant une sorte de galerie qui racontait son histoire. Ainsi, expliqua-t-il, chaque fois que je dessinerai, je sentirai qu'elle est aussi ici, m'inspirant. Claire découvrit que le processus de transformation de la chambre, au lieu d'apporter de la douleur, apportait une sensation de renouveau. C'était comme si chaque nouveau pinceau, chaque toile vierge, chaque matériel d'art qui arrivait, apportait avec lui une promesse d'avenir. Madame Berthe, toujours attentive aux détails, prépara une collation spéciale le jour de l'inauguration de l'atelier. « Amélie adorait mes biscuits au chocolat », commenta-t-elle, arrangeant le plateau. « Thomas a le même éclat dans les yeux quand il sent leur odeur sortant du four. » L'après-midi de l'inauguration fut spécial. La famille réunie observait Thomas donner les dernières touches à son premier dessin dans le nouvel espace. Un portrait d'eux tous, incluant Amélie, dans le jardin de roses. Dans le dessin, les roses blanches et rouges s'entrelaçaient, symbolisant l'union des deux familles. « Tu sais, » dit Thomas tout en finalisant les détails, « parfois je rêve d'Amélie. Elle sourit toujours et me dit qu'elle est heureuse que nous soyons tous ensemble. » Claire serra le garçon par derrière, regardant le dessin les yeux embués. « Elle l'est, mon amour, j'en suis sûr. » Camille observait la scène, adossée à l'embrasure de la porte, son cœur débordant de gratitude. François s'approcha d'elle, passant un bras autour de ses épaules. « Merci, » murmura-t-il. « Pourquoi ?» demanda Camille, surprise. « Pour avoir protégé notre fils toutes ces années, pour lui avoir appris à aimer même sans connaître, pour avoir gardé chaque souvenir de nous pour lui. » La transformation de la chambre d'Amélie en atelier marqua un nouveau chapitre dans la vie de la famille Moreau. L'espace devint rapidement le cœur créatif de la maison, où Thomas passait des heures à développer son talent, toujours sous le regard aimant des photos d'Amélie au mur. Avec le succès croissant de la Fondation Amélie, Camille décida de mettre en œuvre un nouveau projet, des ateliers d'art pour les enfants en situation de vulnérabilité, inspirés par l'histoire de Thomas. Les cours avaient lieu dans l'atelier de la Fondation, mais occasionnellement des groupes spéciaux étaient invités à visiter l'atelier de la demeure. Chaque enfant a une histoire à raconter, expliquait Thomas aux visiteurs, montrant ses travaux
Et parfois, c'est plus facile de raconter cette histoire à travers l'art. Claire, complètement rétablie, se consacrait à étendre le projet du jardin de roses. Outre le jardin principal de la demeure et le petit jardin de la fondation, elle commença à créer des jardins d'Amélie, dans des écoles publiques de la ville. Chaque rose plantée, disait-elle lors des inaugurations, représente une nouvelle possibilité, une nouvelle histoire qui commence. François, observant la croissance de tous les projets, ressentait une immense fierté. L'entreprise de construction Moreau sous sa direction était devenue bien plus qu'une entreprise de construction. C'était maintenant un symbole de transformation sociale. Un après-midi spécial, alors que Thomas peignait dans l'atelier, Claire entra portant une vieille boîte. « J'ai trouvé quelque chose que je pense que tu aimeras voir », dit-elle, s'asseyant à côté du garçon. Dans la boîte, il y avait un journal, le journal d'Amélie. Les pages étaient remplies de dessins colorés et de petits textes écrits d'une écriture enfantine. Elle aussi aimait dessiner, expliqua Claire, sa voix douce, et regarde ce qu'elle a écrit ici. Sur la dernière page du journal, Amélie avait écrit « Quand je serai grande, je veux faire de l'art qui fasse sourire les gens ». Thomas toucha les mots avec précaution, comme s'il pouvait sentir à travers eux la présence de la sœur qu'il n'avait jamais connue personnellement, mais qu'il connaissait si bien à travers l'amour de sa famille. « Madame Claire », dit-il, utilisant l'appellation affectueuse qu'il n'avait jamais complètement abandonnée. « Je crois qu'elle a réussi ce qu'elle voulait. Chaque personne qui entre dans cet atelier en sort souriante. » Camille, qui arrivait à ce moment avec un plateau de biscuits préparé par Madame Berthe, s'arrêta à la porte en entendant la conversation. Son fils était devenu non seulement un artiste talentueux, mais un jeune homme sensible et profond. Thomas. « A raison, » dit-elle en entrant dans l'atelier. « Amélie continue à faire de l'art à travers chaque vie que nous touchons à la Fondation, à travers chaque enfant qui apprend à rêver à nouveau. » François les rejoignit, apportant une surprise. Le premier exemplaire du livre qu'il avait écrit sur l'histoire de la famille. Sur la couverture, l'un des dessins de Thomas, le portrait de la famille complète, incluant Amélie dans le jardin de roses. « Lien que le temps n'efface pas », lut Claire le titre à haute voix, ses yeux brillants d'émotion. « Et regarde, la dédicace », demanda François, ouvrant le livre. Thomas lut à voix haute. « Pour Amélie qui nous a appris que l'amour véritable ne part jamais. Pour Thomas, qui nous a montré qu'il peut arriver de façon inattendue. Et pour Camille et Claire qui ont prouvé que le cœur d'une mère ne connaît pas de limites. » La famille resta réunie dans l'atelier jusqu'à la tombée de la nuit, partageant des histoires, des rires, et bien sûr les biscuits de Madame Berthe. Par la fenêtre, ils pouvaient voir le jardin de roses baigné par la lumière du coucher du soleil, les fleurs blanches d'Amélie brillant comme des étoiles parmi les autres couleurs. Le lancement du livre de François, « Lien que le temps n'efface pas », devint un événement bien plus grand que la famille n'avait prévu. L'histoire des Moreau toucha le cœur de milliers de personnes et bientôt, le livre se transforma en un best-seller national. Le soir du lancement officiel, le salon de la Fondation Amélie était comble. Claire, resplendissante dans une robe bleu clair, recevait les invités aux côtés de François. Camille, élégante et discrète comme toujours, supervisait les derniers détails de l'événement, tandis que Thomas, maintenant âgé de 10, attendait anxieusement le moment spécial qu'ils avaient préparé. « C'est l'heure », murmura Madame Berthe, ajustant le nœud papillon du garçon. Thomas monta sur l'estrade improvisée, portant une grande toile couverte. Le public se tut. Curieux, François et Claire échangèrent des regards émus. Seuls eux savaient ce qui allait venir. « Ceci est un cadeau spécial pour ma famille », commença Thomas, sa voix claire et confiante, « pour toutes mes familles. » Il retira le tissu qui couvrait la toile, révélant une œuvre qui arracha des soupirs à l'assistance. C'était un triptyque, 3 toiles connectées qui racontaient une histoire complète. Sur la première, Camille, jeune, enceinte, regardant par la fenêtre d'un train qui partait. Sur la toile centrale, Claire dans son jardin de roses, une petite Amélie à ses côtés. Et sur la 3e toile, la famille actuelle réunie dans l'atelier avec l'image d'Amélie planant au-dessus d'eux comme un ange protecteur. « J'ai appelé cette œuvre « Le cycle de l'amour », expliqua Thomas. « Parce que l'amour véritable trouve toujours un chemin pour rentrer à la maison. » Claire ne put contenir ses larmes. Camille serra son fils avec force,
fier non seulement de son talent artistique, mais surtout de sa sensibilité et de sa compréhension profonde du sens de la famille. Parmi les présents se trouvait Philippe, le frère de François. Après avoir purgé sa peine pour ses actions passées, il avait connu une transformation profonde. Ce soir-là, il s'approcha timidement de Thomas. « Neveu, dit-il, la voix émue, ton talent est extraordinaire, mais plus extraordinaire encore est ton cœur. » Thomas regarda son oncle avec ses yeux sages d'enfant. « Vous aussi faites partie de cette famille, oncle Philippe, si vous le souhaitez. » Le geste de pardon du garçon toucha Philippe profondément. François, observant la scène, réalisa que le cycle de guérison était complet, pas seulement pour sa famille immédiate, mais pour tous ceux impliqués. Pendant la séance de dédicace, une file se forma non seulement pour que François signe le livre, mais aussi pour que Thomas signe des reproductions de son œuvre. Chaque personne qui passait avait une histoire à partager, de perte, de retrouvailles, d'espoir. Une dame âgée, serrant le livre contre sa poitrine, s'approcha de Claire. « Votre famille, dit-elle, émue, m'a fait croire au miracle à nouveau. » Claire sourit, tenant les mains de la dame. « Ce ne sont pas des miracles, répondit-elle. C'est l'amour. Le type d'amour qui transforme la douleur en beauté, l'absence en présence, la fin en recommencement. » Dans le jardin de la fondation, les roses blanches d'Amélie brillaient sous les lumières de la nuit. Camille s'arrêta un moment pour les admirer, se remémorant son propre parcours. De jeune secrétaire amoureuse à mère célibataire en fuite, et maintenant enfin partie d'une famille qui transcendait les liens du sang. « Maman » appela Thomas, s'approchant avec un sourire radieux. « Madame Berthe sert ses biscuits spéciaux. Viens !» Camille suivit son fils, observant comment il se mouvait avec aisance parmi les invités, s'arrêtant ici et là pour expliquer des détails de son œuvre ou partager une histoire. Il avait hérité non seulement de son talent pour le dessin, mais aussi de la capacité de François à captiver les gens et de la sensibilité de Claire pour comprendre le cœur des autres. Le succès du livre de François et de l'exposition de Thomas apporta une vague d'intérêt inattendu pour la Fondation Amélie. Des hommes d'affaires, des artistes et des éducateurs de tout le pays commencèrent à contacter l'institution, intéressés à reproduire son modèle de travail dans d'autres villes. Claire, complètement rétablie et pleine d'énergie, assuma la mission d'étendre les jardins d'Amélie. Sa vision était claire, créer des espaces de guérison et de renouveau dans chaque lieu qui accueillerait le projet. Chaque jardin, expliquait-elle lors d'une interview, est comme une étreinte. Pour ceux qui ont besoin d'espoir, les roses ne sont que le début de la transformation. Camille, de son côté, développa un programme spécial au sein de la Fondation, un projet de soutien aux mères célibataires, offrant non seulement un soutien financier et professionnel, mais aussi un accompagnement psychologique et juridique. Aucune femme ne devrait avoir à choisir entre ses rêves et ses enfants, disait-elle dans les conférences qu'elle commença à donner. Parfois, nous avons juste besoin d'une main tendue pour trouver notre chemin. Thomas continuait à surprendre tout le monde par sa maturité et son talent. Son atelier devint un espace de rencontre et de guérison, où les enfants de la Fondation pouvaient exprimer leurs histoires à travers l'art. Un après-midi spécial, alors qu'il organisait une nouvelle exposition avec les travaux des enfants, il fit une découverte émouvante. Au fond d'un tiroir de l'ancienne chambre d'Amélie, il trouva une enveloppe jaunie à son nom. « Cher Thomas, disait la lettre écrite par Claire des mois auparavant, quand tu trouveras cette lettre, cela signifiera que notre atelier est déjà un lieu de joie et de création. Amélie disait toujours qu'elle voulait être artiste quand elle grandirait. À travers toi, d'une certaine façon, ce rêve se réalise chaque jour. » François, en apprenant l'existence de la lettre, décida de faire une surprise à la famille. Pour le premier anniversaire de l'atelier, il réunit tout le monde pour une célébration intime. « J'ai une annonce à faire, dit-il, sa voix chargée d'émotion. À partir d'aujourd'hui, officiellement, cet espace s'appellera Atelier Amélie et Thomas, où les rêves se rencontrent. » La nouvelle fut accueillie par des étreintes émues. Madame Berthe, toujours présente dans les moments importants, servit un gâteau spécial décoré de roses en sucre, blanches et rouges, symbolisant l'union des deux histoires qui n'en faisait plus qu'une. Ce soir-là, après que tout le monde se fut retiré, Thomas resta un peu plus longtemps dans l'atelier. Assis devant sa table à dessin,
il commença à travailler sur une nouvelle œuvre. Sur le papier apparaissaient des traits d'une fillette de 8 ans, souriant parmi des roses blanches, et à ses côtés, un garçon de 10 ans, des pinceaux à la main et des rêves dans les yeux. « Parfois, écrivit-il dans la marge du dessin, nous devons perdre notre chemin pour en trouver un encore plus beau. » Claire, qui l'observait depuis la porte, sans qu'il s'en aperçoive, sentit son cœur se remplir d'amour. Le garçon qui un jour avait frappé à sa porte demandant de la nourriture s'était transformé en le lien dont sa famille avait besoin pour se reconnecter avec la vie, avec l'amour, avec l'espoir. Camille la rejoignit à la porte, et les deux femmes partagèrent un regard de compréhension profonde. Elle n'était plus l'épouse et l'ancienne employée, la mère biologique et la mère de cœur. Elles étaient simplement famille, unies par l'amour d'un garçon qui avait enseigné à tous la véritable signification de recommencer. François, arrivant en dernier, les enlaça toutes les deux. Ensemble, ils observèrent Thomas donner les dernières touches à son dessin, tandis que par la fenêtre de l'atelier, le jardin de roses brillait sous le clair de lune, ses fleurs blanches et rouges